Bonjour, désolé pour le retard. Donc, on va faire bactéries et leur site d'infection. Donc, la question qui est posée, en fait, c'est simplement pour vous, dans une espèce de système de récapitulatif, d'essayer de savoir quelles sont les bactéries qui vont donner des infections en fonction de leur localisation. Est-ce que c'est dans la sphère ORL, dans le poumon, dans le tube digestif? Parce que il faut savoir que globalement, c'est toujours les mêmes bactéries qui donnent les infections au même endroit. Si on connaît leur origine, en gros, on peut, devant une infection, savoir quelles sont les bactéries qui peuvent être responsables. Donc simplement, avant même de rentrer dans une localisation de certaines bactéries, est-ce qu'il y a des bactéries qui, indépendamment, enfin, c'est relatif, mais indépendamment de leur localisation, sont à l'origine de septicémie indépendamment d'événements extérieurs? Quels sont les plus pathogènes qui donnent des septicémies en amont? Allô? Bien. Donc je vous ai mis Salmonella typhi, encore que ce soit une bactérie du tube digestif, mais en fait ce n'est pas un commensal de l'homme. Listeria monocytogenes que vous retrouvez chez les immunodéprimés, qui elle aussi pénètre en général par voie digestive, et Bruxelles, qui elle pénètre par la peau, aucune de ces bactéries n'étant vraiment des commensals de l'homme. D'accord? Pour le reste, en fait, il y a un site d'infection, il y a une présence de la bactérie, il y a quelque chose qui se passe qui va être à l'origine de sa diffusion. Donc j'ai fait ça sous une forme un petit peu simpliste. Vous avez vu que je suis vachement fort en dessin. Donc en gros, vous avez ce qui se passe là, au-dessus de la ceinture, et ce qui se passe en dessous de la ceinture. Et donc, les bactéries qui donnent toutes ces infections sont des bactéries qui sont dans la sphère ORL, en gros. Et toutes les bactéries qui donnent ces infections, à part pour les infections, quelques infections gynécologiques, sont présentes dans le tube digestif. Donc une fois que vous savez ça, vous n'avez plus qu'à savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans et qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et vous allez trouver toutes vos infections. Alors, on va commencer. Donc, pour vous donner quelques idées, toute la flore ORL va être à l'origine des bactéries qui sont présentes dans les méningites, qui sont présentes dans les angines, dans les sinusites, les otites, les épiglottites, donc on voit bien que ça se fait ORL, les bronchites, les pneumopathies, les abcès du poumon, les endocardites pour la plupart du temps. Et puis à côté, alors j'ai fait un petit chapitre un petit peu à côté, ce sont les infections cutanées et sous-cutanées, qui sont généralement des germes de portage cutané, mais dont un certain nombre sont en fait déjà présents dans la sphère ORL. On va y revenir. Ensuite, pour le bas appareil, eh bien, vous retrouvez les cholécystites, les diverculocoliques, la péritonite, les appendicites. Vous avez évidemment toutes les infections urinaires depuis la pyélonéphrite jusqu'à la cystite et la prostatite chez l'homme. Et puis, un peu à part, vous avez les infections génitales avec un certain nombre de bactéries présentes dans le tube digestif, mais aussi d'autres bactéries plus spécifiques. Donc en gros, on voit bien, hein, la plupart des infections au-dessus de la ceinture sont liées aux flores de la sphère ORL. La plupart des infections au-dessous de la ceinture sont liées à des bactéries qui sont d'origine digestive. Alors, je vous écoute. Comment? Méningocoque, bien. Il est où? Par où il passe? Comment? Ouais. Ensuite, le pneumocoque. Ensuite, Hémophilus influenzae. Bon, on a déjà fait, on va dire en gros l'essentiel. Comment? Moraxella catarrhalis. J'entends pas. Streptoa.
Et chez les gens âgés, exceptionnellement, des BG-, lequel? Non. Non. Ça, c'est dans quelques maladies particulières, sinon, Klebsiella. Donc, voyons la liste. Donc, je vous ai mis en rouge, hein. J'ai mis en rouge ceux qui étaient, à mon sens, les plus fréquents, disons, dans les infections qu'on va retrouver là. Donc, effectivement, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae qui peuvent être à l'origine de méningite, de sinusite. Ensuite, les streptocoques, avec en particulier le streptocoque A, qui lui va être à l'origine d'angines, mais évidemment il peut être à l'origine d'autres infections, en particulier des infections cutanées. Les streptocoques viridans, je les ai mis ici parce qu'ils viennent de la CRRL et ils peuvent donner des endocardites. Moraxella catarrhalis, vous l'avez très bien dit, bon, c'est quelquefois responsable d'infections pulmonaires. Il ne faut pas oublier les anaérobies, avec en particulier les gens qui ont des dentures en très mauvais état ou les gens qui font des fausses routes. Mais ce sont des anaérobies qui sont présentes dans la sphère ORL. Staphylococcus aureus, on peut être porteur de Staphylococcus aureus dans la sphère ORL et en particulier dans le nez. Donc les Staphylococcus aureus peuvent être à l'origine d'infections spontanées de septicémie sans qu'on ait vraiment de porte d'entrée, mais évidemment peut-être aussi à l'origine d'infections cutanées, ne serait-ce que parce qu'on est porteur de Staphylococcus aureus, qu'on va le mettre sur son bras et qu'on va se faire une égratignure ou quelque chose comme ça. Ensuite, je vous ai dit beaucoup plus rarement dans les pneumopathies, les Klebsiella pneumoniae, qu'on retrouve chez les gens plutôt âgés. Et puis, bien entendu, les atypiques, juste pour pas que vous les oubliez, Mycoplasme et Chlamydia, mais là, on n'est pas porteur de ces bactéries, ce sont le plus souvent des bactéries qui vous sont transmises. En fait, on peut en être porteur, mais disons que c'est tout de même c'est souvent des bactéries qui vont être transmises. Alors, ensuite, cutané, donc, on vient de le dire, qu'est-ce que vous attendez à trouver quoi? J'ai entendu? Oui, et? Ouais, et il y a encore d'autres? Ça, c'est les deux plus connus. Les anaérobies aussi, je ne sais pas si je les ai mis dedans, mais... Donc, Streptococcus aureus, Streptocoque A. Alors, les Corynebacterium peuvent être à l'origine d'infections cutanées, mais surtout d'infections avec septicémie et endocardite. Et j'ai mis les Propionibacterium acnes qui ne donnent pas vraiment d'infections locales, mais qui vont donner d'autres infections. Et puis, il y a des anaérobies qu'on va retrouver, mais c'est souvent dans les dermohypodermites de jambes. D'accord? Alors maintenant, digestif, qu'est-ce qu'on trouve? Les colis. Oui, les anaérobies. Bon, les salmonelles, oui, mais c'est un peu particulier, on l'a dit, c'est, disons que... Les entérocoques, on n'est pas porteur de l'hystéria pour en parler. Donc on est d'accord, en gros, les entérobactéries, avec les Escherichia coli en premier, les entérocoques en général qui vont donner des infections. Allô? Urinaires en particulier. Streptococcus milleri, ce sont des streptocoques qui sont présents dans le tube digestif et qui peuvent être à l'origine d'endocardites à partir de passages dans le sang. Les anaérobies, évidemment. Alors, les anaérobies, spontanément, n'ont pas donné d'infection, mais on peut imaginer que s'il y a une obstruction du canal, s'il y a une obstruction du cholédoque, il puisse y avoir des infections anaérobies, parce qu'il y a des anaérobies présentes. Donc, en clair, les anaérobies vont remonter pour une raison ou pour une autre dans le cholédoque, ça va se boucher, et puis ça va faire une infection. Et dans les anaérobies, en particulier, on a Bacteroides et Clostridium. Alors, dans les infections urinaires, évidemment, les principaux, ce sont ces deux-là. D'accord? Et maintenant, dans les infections urétrales ou vaginales, quelles sont les bactéries qu'on va retrouver? Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia,
mycoplasme. J'entends pas? Non? Et, alors, en gros, lactobacille, mais ça, il est présent, il ne donne pas vraiment d'infection. Streptocoque B, qu'on va retrouver en particulier chez les femmes enceintes. En fait, le streptocoque B, on en est porteur, on en a dans son tube digestif. Le vrai problème du streptocoque B, c'est au moment de la naissance, c'est le passage chez l'enfant, et donc les risques d'infection du nouveau-né. Ensuite, dans le cadre des infections à proprement parler urétrales ou vaginales, on a Gardnerella vaginalis, Ureaplasma ureolyticum qui est un mycoplasme, les chlamydia, et puis on peut avoir les infections basses avec anaérobie et Candida albicans. Donc on voit bien qu'ici, il y a tout de même, dans ce cadre-là, pour les urétrites, et j'ai pas mis Neisseria en plus, c'est fort, non c'est parce que j'ai mis on a un certain nombre de bactéries qui sont tout de même relativement spécifiques à ce site d'infection. Alors, en fait, ce que j'ai fait ici, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai fait exactement le contraire de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que maintenant, j'ai pris site par site les différentes bactéries qu'on va retrouver. Alors, ce truc-là, ça a l'avantage de vous mettre en place les idées. Une fois que si vous savez, en fait, si vous retenez globalement les bactéries qui sont plus spécifiques de la sphère ORL et les bactéries qui sont plus spécifiques du tube digestif, que vous faites un petit truc à part pour le cutané et un petit truc à part pour les infections basses, vous allez toujours retrouver les bactéries qui sont en cause. D'accord? Alors je reprends ici les angines et les pharyngites. Donc angines et pharyngites, on le sait, c'est essentiellement les streptocoques. Et puis, il y a quelque chose que vous connaissez moins, ce sont les anaérobies. Hein, en fait, c'est responsable d'infections souvent extrêmement fébriles et graves. Donc le streptocoque A, c'est quoi le problème du streptocoque A, indépendamment de l'angine? Oui, autrefois c'était des complications. Maintenant, comme on donne souvent des antibiotiques, le streptocoque A, il n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit. Mais avant, c'était à la fois les rhumatismes articulaires aigus et les problèmes rénaux. Deuxièmement, les rhinites, les otites moyennes et la sinusite, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve pareil. Alors, non, les pharyngites, angines pharyngites, quelquefois les hémophilus, mais beaucoup plus rares. Rhinite, otite moyenne et sinusite, on trouve le pneumocoque maintenant, on trouve les hémophilus influenzés, et puis beaucoup plus rarement, on va dire plus rarement, les moraxella, le staphylocoque aureus, les streptoars, enfin tout ce que vous trouvez dans la sphère ORL. Mais en particulier ces deux-là. Ensuite, otite et sinusite, là ça ne va pas beaucoup varier. De nouveau, on peut retrouver les pneumocoques, les anaérobies, quelquefois des streptocoques, parfois des grammes négatifs et des pseudomonas. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est que le fond, c'est les anaérobies qu'on retrouvait là, qu'on peut retrouver ici aussi, j'aurais dû les marquer, et les pneumocoques. Et les épiglottites aigus, c'est très spécifique, c'est hémophilus influenzé. D'accord? Les épiglottites aigus, en général, il n'y a pas autre chose. Donc vous voyez en gros les germes qu'on a décrits précédemment. Alors, les infections méningées, donc, il y a ce que j'appelle les communautaires, donc méningocoque. Alors, le méningocoque, on peut en être porteur, donc ce n'est pas un hôte habituel tout de même de la sphère ORL, mais ça se retrouve chez pas mal de gens tout de même. Le pneumocoque, évidemment, lui, il est présent chez 70% des tout-petits, 40% des adultes et 10 à 15% des gens entre les deux âges. La listeria, je l'ai mis ici pour rappel, mais bien entendu, ce n'est pas une bactérie dont vous êtes porteur. Et évidemment, Mycobacterium tuberculosis, juste pour le principe, mais vous n'en êtes pas porteur, heureusement. De manière plus intéressante, les abcès du cerveau. En fait, les abcès du cerveau, c'est directement le passage de la sphère ORL par une bactériémie dans le cerveau. Et on voit que là, c'est absolument typique, ce sont des bactéries qui sont présentes dans la sphère ORL. Alors vous avez les anaérobies en général, les hémophilus et les streptocoques viridans. Un abcès du cerveau, en général, ce sont ces germes. Et puis de temps en temps, chez les enfants, il y a des grammes négatifs. Donc on voit bien, de nouveau, la partie, là c'est les anaérobies de la sphère ORL.
Alors, maintenant les infections bronchopulmonaires. Alors, bronchite aiguë, je vous rappelle que les bronchites aiguës, c'est viral le plus souvent. D'accord? C'est surtout les surinfections de bronchite chronique. Vous savez ce que c'est qu'une surinfection de bronchite chronique? En fait, c'est quelqu'un qui a un poumon avec des bronches en mauvais état, qui a un mal fou à avoir un processus ciliaire qui marche bien. Donc il a du mal à éliminer ces bactéries. Vous savez que lorsque vous aspirez des bactéries, le processus ciliaire fait qu'elles remontent et qu'elles disparaissent. Donc il se défend mal, donc les bactéries de la sphère ORL peuvent être à l'origine de bronchite. Donc surinfection de bronchite chronique, c'est la sphère ORL. Donc vous retrouvez tout, le pneumonier, l'hémophilus, le Moraxella-Taralis, quelquefois les entérobactéries, quelquefois des anaérobies, quelquefois du Staphylococcus aureus si vous en êtes porteur. Pneumopathie aiguë, c'est les pneumopathies dont on parle tout le temps. Donc là, grand classique, pneumocoque, hémophilus. Chez les gens âgés, je vous ai dit parfois Klebsiella pneumoniae, et plutôt chez les enfants, les staphylocoques. Alors évidemment, j'aurais pu mettre les atypiques, toutes ces choses-là, mais ce sont comme je vous ai dit, ce ne sont pas les germes les plus fréquemment retrouvés en portage. Dans le cadre des pneumopathies atypiques, je les ai sortis donc, vous allez retrouver Mycoplasma pneumoniae, chlamydia, légionnelle, Coxiella, burnetii. Alors je vous prends un exemple, légionnelle, vous n'êtes pas porteur de légionnelle, ça vous l'avez compris. Les légionnelles viennent du monde extérieur, de la flotte en particulier. Et Coxiella burnetii, vous en avez entendu parler? Oui, donc ça vient des déjections des animaux. Bon, quoi qu'il en soit, nous ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est en rouge. Abcès du poumon et pleurésie purulente, évidemment, on va se retrouver quelque part dans quelque chose qui touche les pneumopathies. Donc de nouveau, c'est des abcès, donc il y a toujours des anaérobies possibles. Vous avez du pneumocoque possible, Staphylococcus aureus et Klebsiella pneumoniae, plutôt chez les gens âgés. Alors les abcès du poumon, alors les pleurésies purulentes, c'est un système particulier. Ça peut être une pleurésie qui peut être associée à une pneumopathie, donc on va avoir le même germe. Par contre, les abcès du poumon, c'est pas n'importe qui fait un abcès du poumon, et c'est souvent, je vous dis, des gens qui ont des maladies associées. Alors en particulier des gens qui ont des dentures en extrêmement mauvais état, les cirrhotiques, donc les gens qui vont avaler quelque chose, qui ne vont pas pouvoir se défendre et qui vont faire soit une pneumopathie, soit un abcès du poumon. Donc les infections cutanées et sous-cutanées, donc maintenant là on revient à ce qu'il y avait sur la peau, donc en gros c'est Streptococcus et Staphylococcus. Donc vous avez tout cet ensemble que sont l'impétigo, les résipelles, la cellulite, la pyodermite, la dermoépidermite et la fasciite nécrosante. Donc la fasciite nécrosante, c'est le plus grave, c'est la présence de bactéries qui ont souvent des super antigènes qui vont être à l'origine d'une destruction des fascias et des muscles qui demandent à la fois des antibiotiques et à la fois souvent une intervention chirurgicale pour arrêter le processus. Les deux principaux types de bactéries qu'on retrouve, c'est évidemment les streptocoques, et en particulier le streptocoque A, mais ça peut être aussi C et G, et les staphylocoques aureus. Il n'empêche qu'il existe dans un certain nombre de cas aussi des fasciites à anaérobie ou des fasciites mixtes. Donc les fasciites mixtes dont l'origine est souvent, à l'origine, ça peut être une blessure avec quelque chose qui est venu se mettre dedans, qui a été négligé, qui va donner une fasciite. Alors, j'ai mis à part ici, parce que je pensais que c'était important de replacer ça dans le contexte, les morsures et l'inoculation. Donc, les morsures, évidemment, vous comprenez bien que c'est la morsure elle-même qui va faire deux choses. Soit vous allez avoir une infection liée aux bactéries présentes dans la gueule ou de l'insecte ou de la gueule de l'animal qui vous a mordu, mais ça peut être aussi vos propres bactéries qui sont sur votre peau qui vont être à l'origine de l'infection. Donc c'est pour ça que vous allez vous retrouver par exemple avec des staphylocoques. Si vous avez des staphylocoques dorés sous la peau, il est possible que. Maintenant, vous avez des anaérobies et des streptocoques qui peuvent être aussi sur la peau ou qui peuvent venir de l'animal, de la morsure. Et puis, vous avez des choses qui sont spéciales, qui sont Pastorella moltocida, c'est une bactérie qui se retrouve dans la sphère ORL, on va le dire, des chiens et des chats. Francisella tularensis, c'est beaucoup plus rare.
et Bartonella ancellé aussi. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais qu'il y a deux origines. La plus fréquemment dans une morsure, c'est Pastorella multicida, surtout si c'est un chat. Mais n'oubliez jamais que ça peut être des bactéries qui sont sur votre propre peau. Et puis, dans le cadre des infections cutanées et sous-cutanées, j'ai mis les cathéters. Évidemment, le cathéter, qu'est-ce qu'il va faire si on n'a pas fait une désinfection correcte? Eh bien, vous allez faire pénétrer les germes qui sont sur votre peau. C'est ça, c'est généralement pas le germe de l'infirmière ou de la personne qui a posé le cathéter, c'est votre propre germe qui pénètre. Et donc, si vous êtes porteur de Staphylococcus aureus, du Staphylococcus aureus, très fréquemment des staphylocoques à coagulase négative, et éventuellement, selon la position du cathéter ou selon si vous êtes là depuis longtemps ou si en fonction des toilettes qu'on vous a fait, une entérobactérie. Je vous rappelle que l'entérobactérie vient du tube digestif, que pour une raison ou pour une autre, elle était sur votre bras et que si on a fait une asepsie suffisante, elle peut pénétrer. Alors, les infections digestives, alors ça c'est facile, quelles qu'elles soient, infection biliaire, infection intra-abdominale, péritonite évidemment c'est pas tout à fait naturel, infection des liquides d'acide, sigmoïdite ou diverticulite, tout ça, en gros, ça tourne toujours autour des entérobactéries, des entérocoques, des anaérobies et des streptocoques. Alors les vrais dangers ici, ce n'est pas tellement l'entérocoque. En gros, l'entérocoque n'est pas une bactérie particulièrement pathogène. Les streptocoques du type digestif ne sont pas tellement pathogènes. Par contre, les anaérobies peuvent donner des gros soucis et les entérobactéries, évidemment, c'est elles qui font le lit de l'infection avec les anaérobies. Alors juste à côté, pour rappel, pour opposer en fait ce que sont ces infections digestives à partir des germes dont vous êtes porteur, j'ai mis à côté les gastroentérites, les toxi-infections alimentaires et les infections post-antibiotiques. Et là, évidemment, on retrouve des germes dont vous n'êtes pas naturellement porteur, les Escherichia coli pathogènes, les Shigella, les salmonelles, les Yersinia, les Campylobactères. Le vibrion cholérique, vous savez comment vous l'attrapez? Oui? Bon, il faut qu'il y ait du vibrion cholérique dans l'eau, il faut donc qu'il y ait une épidémie. Bon, nous, on a de la chance, ça n'existe plus, mais vous savez que ça existait pendant très longtemps dans les villes. En Angleterre, ils ont mis... C'est comme ça qu'ils l'ont découvert, en fait. En Angleterre, il y a un type qui a compris qu'il y avait des diarrhées, il a recoupé dans les quartiers, il s'est aperçu qu'il y avait une source particulière, et à partir de la source particulière, il a compris qu'il y avait quelque chose dedans. Donc, à côté de ça, vous avez encore les Staphylococcus aureus, les Bacillus cereus, les Aeromonas, et puis j'ai mis ici Clostridium difficile. Donc le problème de Clostridium difficile, c'est une bactérie qui a ou qui n'a pas la toxine. On peut être porteur de Clostridium difficile avec la toxine sans faire de diarrhée à Clostridium. Alors en fait, ce sont des diarrhées et des rectocolites. C'est une bactérie tout de même assez, même très pathogène. En fait, c'est une bactérie, si vous l'avez en petit nombre, tout va bien. Si maintenant vous mettez des antibiotiques, vous éliminez les autres bactéries, vous permettez la multiplication du Clostridium et à partir de là, vous faites l'infection. C'est malheureusement beaucoup plus fréquent qu'avant. Il y a une très grosse transmission interhumaine au sein des hôpitaux. Alors, les infections urogénitales, donc la cystite aiguë, en fait, on va le rapprocher de la pyélonéphrite. Évidemment, en premier, les entérobactéries, avec quel germe? Escherichia coli, Klebsiella en second, les entérocoques, donc comme je vous l'ai dit, les entérocoques peuvent être à l'origine d'infections, généralement c'est moins grave. Rarement staphylocoque à coagulase négative, c'est beaucoup plus chez des gens qui ont eu une sonde. Et puis, il y a aussi, ce que j'ai mis ici pour rappel, des infections nosocomiales, c'est-à-dire donc liées à la présence d'une sonde, et on peut retrouver en particulier des entérobactéries et des staphylocoques. Donc les pyélonéphrite aiguë, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une cystite dont les germes sont remontés dans les uretères. Alors ça peut être parce que vous avez une très grosse prostate, que vous faites une rétention aiguë, que vous dilatez vos uretères et que la bactérie peut remonter. Soit il y a une anomalie, donc avec une espèce de reflux. Et donc tout ça va donner lieu à une atteinte, une infection du rein qui peut mener du reste à des abcès. Et cette pyélonéphrite, évidemment, on retrouve les mêmes germes, c'est entérobactéries en particulier, et dans un certain nombre de cas, des entérocoques.
Les anaérobies, là, on en trouve, ça existe, mais c'est rare. Alors, j'ai mis à part les prostatites et les orchiépididimites. Alors, dans les prostatites, la première cause de prostatite, évidemment chez l'homme, c'est les entérobactéries. Alors, dites-vous que, à moins qu'il y ait eu un geste particulier, si un homme vient vous voir et consulter qu'il a une infection urinaire, vous n'avez pas besoin de réfléchir, il a une prostatite. Pourquoi ? C'est la simple raison, c'est la différence, c'est que chez la femme, l'urètre est très court. Donc la chance qu'une bactérie, une entérobactérie puisse remonter le long de l'urètre et donner une cystite est, disons, plus importante. Chez l'homme, l'urètre est très long. Donc en fait, il y a très peu de chances qu'une bactérie puisse remonter. Et très très fréquemment, ça passe par l'intermédiaire des lymphatiques, ça va rentrer dans la prostate, ça va faire une prostatite et ça va donner une infection urinaire. D'accord ? Alors évidemment, je ne parle pas des gens qui ont eu des sondes, parce que là, c'est tout à fait différent. Mais chez un homme, vous pouvez considérer que quand il y a une infection urinaire, il y a une prostatite derrière. Donc ça change la durée du traitement. Alors évidemment, orchiépididimite, c'est très très important. Ça, il faut être extrêmement rapide parce que c'est très destructeur. Évidemment, les entérobactéries, les gonocoques, mais surtout, ne pas oublier les atypiques, chlamydia et mycoplasme. D'accord ? Alors, salpingite, endométrite. Donc là, vous avez de nouveau, c'est pareil, les entérobactéries et les anaérobies en premier. Et puis, vous retrouvez des mycoplasmes, des staphylocoques qui peuvent venir de la peau, des streptocoques et beaucoup plus rarement des gonocoques. Donc les urétrites, c'est un peu particulier puisque ce sont des germes, on va dire, plutôt pathogènes et un peu spécifiques. On revient, ça ressemble un peu aux salpingites et aux endométrites, c'est normal, puisqu'on peut passer d'une vaginite à une salpingite. Donc il y a les gonocoques, les chlamydia, les mycoplasmes une fois encore, les trichomonas qu'on retrouve globalement que là, et les gardnerella. Évidemment, tout ça, on peut en être porteur sans que ça donne vraiment de manifestations infectieuses. Et puis, les endocardites bactériennes. Donc les endocardites bactériennes, en gros, c'est relativement simple à retenir. On va dire que celles qui donnent des hémocultures, il y a les endocardites qui viennent de la sphère ORL, donc le streptocoque viridans, les hémophiles, les assex, ce sont d'autres types de petites bactéries qui ressemblent à des hémophiles. Ensuite, il y a les endocardites bactériennes qui ont pour origine une infection cutanée, donc Staphylococcus aureus et Staphylococcus coagulase négatif. Et puis il y a les endocardites qui ont pour une origine le tube digestif, avec en particulier des entérocoques. Les endocardites à entérobactéries, ça n'existe pas. D'accord ? En gros, je suis sûr que c'est décrit, mais ça n'existe pas. Dans le sens où c'est tellement rare qu'on n'y pense jamais. Et puis évidemment, vous avez d'autres possibilités d'avoir des endocardites avec des bactéries très particulières, les Bartonella, les Coxiella, et puis ce qu'on appelle les streptocoques déficients. Alors, les streptocoques déficients sont des streptocoques dont vous pouvez être porteur dans le tube digestif ou dans la sphère ORL et qui ne poussent pas simplement quand vous les mettez sur des milieux standards, il faut leur mettre des additifs. Donc ils sont présents, ils s'en sortent dans votre organisme, ils s'en sortent parce qu'ils trouvent leurs additifs, mais si vous les mettez sur une boîte de pétri qui est tout de même un milieu relativement simple, s'il n'a pas les additifs, il ne s'en sort pas. Alors voilà, fini. Vous voyez, c'était super court. Alors l'idée... Non, je pense que si vous regardez ces tableaux et que vous retenez les bactéries, pas tout, mais ça vous donne une assez... tout ce qui est en rouge, ça représente 95% de toutes les infections que vous allez trouver. Voilà.